Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du chapitre 2 du livre de Allen Carr, La méthode simple pour arrêter de fumer tout de suite sans prendre de poids. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous recommande de regarder la vidéo précédente où je parlais du chapitre 1, donc là je vais parler du chapitre 2 qui s'appelle le piège. Donc le piège c'est vraiment la notion centrale du livre de Allen Carr, c'est vraiment de comprendre que la cigarette c'est un piège. Alors les thèmes qu'il aborde dans ce chapitre, c'est d'abord un concept auquel il faut penser, c'est que c'est la peur qui vous oblige à continuer. Donc ensuite il parle du piège de la nicotine, il définit ce qu'il appelle le petit monstre dans votre organisme, c'est-à-dire la légère dépendance physique, et le grand monstre dans votre esprit, et ça c'est la grande dépendance psychologique. Donc contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le problème de la dépendance, il est plutôt d'ordre psychologique que d'ordre physique. Et enfin, il explique comment échapper au piège. Alors, dans la partie le piège de la nicotine, voilà ce qu'il dit. L'esprit du fumeur est le théâtre d'un combat permanent. D'un côté, il se dit, le tabac est un poison mortel, ruineux, répugnant, dictatorial. Et de l'autre, comment pourrais-je profiter de l'existence sans ce petit plaisir et maîtriser mon stress sans cette petite béquille? Aurais-je la force de volonté nécessaire pour surmonter la terrible épreuve du sevrage? Serais-je complètement délivré de l'envie de fumer? Donc là, dans cette partie, en fait, alors ça peut être un peu déroutant quand on fait la lecture du livre, puisque il arrive toujours en disant, finalement, ce qu'il dit comme réponse, c'est il est facile d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer n'exige aucune volonté, le sevrage ne produit aucune douleur physique. Et donc il donne même les chiffres suivants. Selon lui, donc déjà d'abord, je vais reprendre un passage où il explique pourquoi pourquoi il faut le croire. Donc voilà ce qu'il dit. Vous avez sans doute du mal à le croire quand il dit il est facile d'arrêter de fumer. Si comme moi vous avez multiplié les tentatives pénibles et débouchant sur des échecs à répétition, mais la tâche la plus aisée devient impossible si l'on emprunte le mauvais chemin. Avec la méthode simple d'Allen Carr, la libération deviendra un plaisir dès l'instant où vous éteindrez votre dernière cigarette. Donc en fait, c'est un peu le reproche qu'on peut faire, mais c'est peut-être aussi ce qui fait la force de sa méthode, c'est qu'en fin de compte, finalement, Allen Carr il utilise la méthode Coué. Tout au long du livre, il n'arrête pas de répéter, quand vous aurez fini ce livre, vous serez débarrassé de la cigarette et vous arriverez à vous en libérer, etc. Voilà, donc c'est à cette étape-là du livre, effectivement, on peut être encore sceptique. Mais il donne quand même quelques chiffres. Quand il dit arrêter de fumer n'exige aucune volonté, le sevrage ne produit aucune douleur physique, il précise votre addiction est à 1% d'ordre physique et 99% d'ordre mental. Donc vraiment, donc ça c'est sa thèse, c'est que la dépendance, l'addiction, elle est essentiellement de l'ordre psychologique. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour pouvoir échapper au piège? Donc il dit la chose suivante. L'ambition de ce livre est de vous montrer de quelle manière vous avez été attiré dans le piège de la nicotine, de dissiper les mythes et les illusions qui vous maintiennent prisonnier, de vous expliquer comment gagner et conserver votre liberté, de vous aider, vous et des millions d'autres personnes, à arrêter de fumer tout de suite. Pour ce faire, vous devez comprendre et suivre toutes les instructions, même si certaines de mes affirmations vous semblent extrêmement dogmatiques. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est un peu la méthode Coué, suivez mes conseils et ça va marcher. Donc à force de se répéter ça, un peu comme un mantra, vous allez finir par y croire et ça va marcher. Ma méthode fondée sur 25 ans d'expérience, donc ça c'est important quand même. Je rappelle que la première édition du livre c'est 1983, donc ça fait plus de 33 ans que le livre a été écrit et qu'il a été vendu à des millions d'exemplaires. Ma méthode, fondée sur 25 ans d'expérience, exige que vous entriez dans un certain état d'esprit. Par conséquent, ma première instruction est d'obéir systématiquement chaque fois que je vous demande de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors ça peut paraître, on a l'impression que presque on a affaire à un gourou, que c'est une secte ou quelque chose comme ça, mais j'ai envie de dire, quand vous essayez une méthode, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir après éventuellement la critiquer. Mais au moins il faut essayer selon les principes de la méthode.
Voilà. Ensuite, il est essentiel que vous compreniez parfaitement ce que vous lisez. Ne négligez rien sous prétexte que cela semble évident. Pesez et sous-pesez chaque phrase, remettez en cause vos opinions et préjugés. Lorsque le moment viendra de fumer votre dernière cigarette, vous devrez être persuadé sans l'ombre d'un doute que vous n'aurez plus jamais aucune raison d'en allumer une autre. Voilà. Après, il donne des citations de preuves sociales. J'ai ressenti un sentiment de liberté enivrant. C'est Celia Hall, rédactrice de la rubrique médecine de The Independent. Alors, en résumé sur ce chapitre, qu'est-ce qui est dit? Première chose, il est dit que l'esprit du fumeur est sous l'emprise de la peur. Donc ça, c'est important de bien comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai posé des questions aux gens. On dit ouais, mais si j'arrête, j'ai peur d'être stressé, j'ai peur d'être invivable, j'ai peur de plus être, de plus arriver à me détendre, etc. J'ai peur aussi que ça plombe mes études. Deuxième point, apprenez à connaître le petit monstre de la nicotine. Donc c'est les fameux 1% physiques. Troisième point, le sevrage ne cause aucune douleur physique. Donc ça a été confirmé par des vrais thérapeutes. Parce qu'il est important quand même de comprendre que Allen Carr, il a fondé sa méthode à partir de son expérience personnelle. Ça n'est pas un thérapeute. Mais il a quand même été invité, je crois, par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, parce que quand on voit qu'il y a un certain succès, il a quand même 90% de réussite dans ses centres. Donc c'est pas rien. Donc du coup on se dit, s'il a du succès, peu importe que ça soit un thérapeute ou pas, du moment que ça peut aider les gens à arrêter de fumer, c'est forcément bien. Donc le sevrage ne cause aucune douleur physique, oui, pourquoi je faisais ça? Je disais, parce que donc lui c'est ce qu'il dit, mais ça a été confirmé par des thérapeutes qui montrent que statistiquement, en une semaine, vous ne ressentez plus de dépendance physique, et au maximum, si vraiment vous êtes quelqu'un qui est très 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 dépendant, la durée de la dépendance dure au maximum 1 mois. Donc c'est-à-dire au bout d'1 mois, il n'y a plus de dépendance physique. Mais c'est justement ça qui explique Allen Carr, c'est que la dépendance, elle est essentiellement psychologique, c'est pour ça qu'il y a autant de rechutes, etc. Ce qu'il dit après, apprenez à connaître le grand monstre, l'addiction est à 99% d'ordre mental. Il existe un moyen facile d'arrêter de fumer. Donc là, c'est un peu peut-être ce que je dirais le reproche du livre, c'est que il fait beaucoup de teasing, il n'arrête pas de dire ouais, la méthode, machin, sans vraiment la décrire. C'est un peu, il fait un peu comme une prophétie autoréalisatrice, à force de vous dire oui, avec la méthode vous allez réussir, mais sans vous la dire. C'est un peu comme les livres, ça me fait penser au livre de Napoléon Hill où il dit le secret, mais il fait que parler du secret, mais il explique jamais ce qu'est le secret véritablement. C'est un peu oui le secret, mais vous allez le trouver par vous-même. Alors chez certaines personnes, peut-être ça va effectivement avoir un effet très positif. Chez d'autres personnes qui sont plus cartésiennes, ça va peut-être avoir tendance à les énerver et éventuellement à leur faire rejeter la méthode. Voilà. Donc ce serait intéressant de voir si vous êtes plus tel type de personne ou tel autre type de personne. Sachez de toute façon qu'une fois que j'aurai fini avec cette méthode, j'embrayerai avec d'autres méthodes. Mon objectif, ce n'est pas de faire la promotion d'Allen Carr. Mon objectif, c'est d'essayer de trouver un moyen de vous aider le plus possible. Donc pour ça, de partager avec vous le maximum de méthodes différentes. Et c'est pour ça que vos feedbacks sont importants, pour savoir quelles sont les méthodes qui marchent et quelles sont celles qui ne marchent pas et pour quelles raisons. Voilà, donc c'est quand il dit il existe un moyen d'arrêter de fumer, pardon. Il ne précise pas lequel. La force de la volonté, les substituts nicotiniques sont inutiles. Continuez à fumer comme d'habitude jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous évader. Donc ça aussi, c'est un mythe qui est démonté. Alors ça, on le retrouve aussi dans plein d'autres bouquins, qui est de dire ça sert à rien de diminuer, de se dire je vais passer de 2 paquets à 1 paquet, puis après de 1 paquet à un demi-paquet, etc. Parce que ça ne vous permettra pas d'arrêter. De même, les gens qui disent ouais moi je fume que occasionnellement, etc. Vous n'êtes pas libre non plus. Ça, il faut bien en avoir conscience. Vous n'êtes pas libre quand vous faites ça. Tout au long du livre, même, quand on avance dans le livre, il va même plus loin en disant que ceux qui fument occasionnellement ou ceux qui fument peu sont encore plus mal à l'aise et plus dépendants finalement que ceux qui fument beaucoup. Il explique la métaphore suivante qui reprend tout le temps, tout au long du livre, que j'avais déjà dit dans le premier chapitre. C'est imaginez que vous portiez des chaussures qui soient 2 pointures en dessous de la vôtre. Donc évidemment, vous allez avoir très très mal aux pieds puisque ça va être très serré. Il dit que ceux qui fument très souvent, en fait,
C'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils fument, ils enlèvent leurs chaussures. Donc évidemment, quand on enlève les chaussures, quand on a des chaussures de deux pointures en dessous, du coup, le fait d'enlever les chaussures, ça soulage. Mais c'est comme je le disais aussi la dernière fois, ça n'est pas un plaisir en tant que tel. C'est un soulagement par rapport à une souffrance qui est imposée. Celui qui a les chaussures à sa taille, il n'a pas besoin de les enlever pour être à l'aise. Il est à l'aise dès le départ. Donc faut bien comprendre que quand les gens disent ouais moi je fume parce que ça me procure un plaisir, non ça ne procure pas un plaisir. Fumer c'est le soulagement par rapport à la souffrance de l'attente de la cigarette. Donc ceux qui fument régulièrement, c'est qu'ils enlèvent régulièrement leurs chaussures et puis après une fois qu'ils ont fini de fumer leur cigarette, ils remettent leurs chaussures. Donc c'est vraiment ce concept-là. Et ceux qui fument occasionnellement, c'est ceux qui se disent ben voilà je vais résister, je vais enlever mes chaussures peut-être qu'une fois ou que deux fois dans la journée. Donc c'est-à-dire que leur souffrance va être prolongée plus longtemps. Donc en fin de compte, c'est beaucoup moins bien. Enfin c'est beaucoup moins bien, non, la métaphore elle a ses limites quand même, parce que si vous fumez 3 clopes, c'est quand même moins dangereux pour votre santé que d'en fumer 30, mais il n'empêche que vous avez quand même la dépendance. Voilà. Donc et même potentiellement, vous aurez moins d'incitation à arrêter de fumer, et vous risquez donc de fumer pendant plus longtemps, et donc du coup de réduire votre espérance de vie. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette affaire? Ce qu'il y a à retenir, c'est la première chose, c'est que il faut déjà s'enlever de l'esprit que arrêter de fumer c'est dangereux, que vous allez avoir une peur de quoi. Faut enlever cette peur en fait. Faut enlever cette peur. Enfin, le premier point, le point zéro, c'est comprendre que vous êtes dans un piège. Ça, je pense que c'est important de ne pas le nier, c'est-à-dire ne pas se dire ouais c'est cool, je fume, ça me fait plaisir, etc. Non, non. Même si vous avez l'impression que ça vous fait plaisir, quand vous regardez bien au fond de vous-même, que vous regardez tout seul, indépendamment du regard des autres, que vous regardez face à ce que vous faites, il faut prendre conscience que oui, vous êtes dans un piège. Alors c'est sûr, c'est pas agréable de s'apercevoir qu'on est dans un piège, c'est pas agréable de s'apercevoir que finalement, le mot va vous paraître peut-être fort, mais c'est la réalité. Lorsque vous fumez, vous êtes un toxicomane. Vous êtes sous l'emprise d'une drogue, vous êtes dans une addiction. Donc je reviens sur ce que j'avais dit la dernière fois, où je faisais la distinction entre l'habitude et l'addiction. Typiquement, la cigarette, ce n'est pas une habitude, c'est véritablement une addiction, parce que il y a cette notion de c'est plus fort que vous, vous devez obéir à ça. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas de fumer ou de ne pas fumer, c'est que vous êtes soumis en fait à cette action-là. Et pour tout de suite les gens qui se disent ouais mais non c'est des conneries, moi c'est mon plaisir, etc. Réfléchissez à la chose suivante. Si c'est votre plaisir, pourquoi est-ce que, numéro 1, vous savez pertinemment que ça vous bousille la santé? Pourquoi est-ce que, lorsque on vous demande d'expliquer pourquoi, très souvent les réponses qui reviennent c'est « ouais mais c'est mon seul vice »,« ouais mais je vais arrêter ou j'arrête quand je veux », « ouais mais machin », c'est-à-dire tout un tas d'excuses pour justifier. Je sais pas, moi, si par exemple, quand je joue de la guitare, ça me fait plaisir, j'ai pas besoin de me justifier, de dire ouais, mais je vais arrêter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est-à-dire que quand on a une activité qui est un plaisir, par exemple, quand j'aime les livres, oui, j'aime lire des livres, c'est un plaisir. Je vais pas me justifier. Quelqu'un qui aime faire du foot ou faire n'importe quel sport, c'est un plaisir, pas besoin de se justifier. Donc le simple fait que vous ayez besoin de vous justifier, c'est la preuve que finalement, ça n'est pas un plaisir. Donc comprenez bien que ce que vous percevez comme un plaisir, finalement, c'est simplement un soulagement. Repensez à la métaphore des chaussures, je pense qu'elle est très très bien, cette métaphore. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point de se regarder soi-même et de sortir de ça. Alors pour les gens qui sont, par exemple, très entourés de fumeurs, c'est ce que il ne dit pas dans le chapitre 2, mais il le dit plus loin dans le livre, il faut faire très très attention à ça, parce que quand vous allez commencer à essayer de faire cette démarche de vouloir arrêter, ceux de votre entourage, ils vont pas forcément bien le voir. Alors ils vont pas forcément vous le dire, et c'est pas forcément par égoïsme, hein. C'est peut-être plus par peur finalement. Être fumeur, c'est comme appartenir à une secte quelque part. Essayer d'en sortir, ça fait peur à ceux qui sont encore dedans. Ça fait peur à ceux qui veulent en sortir, parce qu'ils savent pas ce qu'il va y avoir derrière. Ils vont avoir cette sensation peut-être d'être exclus, etc. Donc ne dites pas aussi les techniques qui ne marchent pas, par exemple, ne dites pas j'arrête d'acheter des clopes et je fais que taper des clopes aux gens, parce que ça marche pas, après vous allez vous sentir coupable et vous allez racheter des clopes.
Donc cette technique-là ne marche pas non plus. Voilà, donc ici le premier point, enfin les points essentiels, parce que là je suis parti un petit peu dans des digressions, les points essentiels de ce chapitre-là, c'est tout d'abord de bien prendre conscience que ça n'est pas un plaisir, c'est un soulagement, donc bien prendre conscience que vous êtes dans un piège, bien prendre conscience que la dépendance n'est pratiquement pas physique, il n'y a que 1%, qu'elle est essentiellement mentale, psychologique. Donc essayez par exemple dans des soirées d'aller plutôt traîner avec les gens qui sont non-fumeurs. Essayez justement de fréquenter de manière plus générale les gens qui sont plutôt non-fumeurs et qui sont heureux. Parce que si vous allez voir des non-fumeurs qui sont dépressifs, je suis d'accord, ça va pas forcément vous aider. Donc allez vers des gens qui sont heureux et qui sont non-fumeurs. Et justement, je sais pas, essayez de discuter avec eux, de savoir quelles sont les choses qui les animent dans la vie, etc. Et surtout, ayez des activités qui vous procurent du plaisir et qui soient saines. Et régulièrement. Parce que si vous êtes en train de faire une activité qui vous procure du plaisir et qui est saine, vous n'aurez pas forcément la pensée de la cigarette. Voilà, donc rappelez-vous que tout se passe dans votre tête et non pas physiquement. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre 2. Voilà, je vais vous enchaîner avec le chapitre 3. Allez dans des parcs comme ça et simplement mettez-vous dans un coin comme ça, près des arbres et respirez le bon air. Et appréciez la beauté de la vie. Regardez le soleil, regardez le ciel, regardez les arbres, écoutez le vent. Il y a tellement de plaisirs simples et qui vous feront du bien. Pensez à vous, pensez à vos proches et pensez à ceux qui vous survivront.